Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. L'anesthésie a fait en France des progrès considérables en termes de mortalité. En effet, elle a été divisée par 10, cette mortalité, en 20 ans. Meilleure connaissance des produits, techniques plus performantes, prise de conscience des inquiétudes du public, bref. Tout est-il parfait dans ce monde du silence? Eh bien, pas forcément, parce que le recours à l'ambulatoire est venu changer considérablement la donne. Voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder ce soir. 1. Connaître les différentes méthodes d'anesthésie. 2. Éclaircir le phénomène de la chirurgie ambulatoire. Et enfin, 3. Faire le lien entre anesthésie et médecine de ville. Pour en parler, nous avons réuni dans ce studio 2 jeunes anesthésistes passionnés qui ont l'honneur de représenter les 11 000 praticiens de France, dont 36% de femmes. Je vous les présente. Le docteur Marine Corroy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de clinique assistant au département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Le docteur Clément Gakouba, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier au sein du pôle anesthésie-réanimation du CHU de Caen et également docteur en neurosciences. Bravo. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Et on va introduire le thème de ce soir. On commence tout de suite par la question du jour, que vous avez l'habitude, qui vous est posée dans la newsletter de Fréquence M. La voici. Quelle est la comorbidité la plus à risque de complications lors d'une anesthésie générale? Réponse 1, l'obésité. L'âge avancé, réponse 2. Le traitement anticoagulant, réponse 3. Nous vous donnerons les résultats plus tard dans l'émission. Alors, à vos claviers. Alors, on va commencer par une formule prononcée il y a maintenant 10 ans par le professeur André Liénard, ancien chef du service d'anesthésie-réanimation du CHU Saint-Antoine à Paris. Je le cite. Avoir une anesthésie générale présente plus de risques que de voyager en train, mais c'est plus sûr que de monter en voiture. Est-ce que la formule est toujours d'actualité, Clément? Elle est toujours d'actualité et probablement même que l'on améliore encore notre maîtrise du risque dans la discipline. Quand on dit que vous améliorez, il n'y a pas que la mortalité à améliorer, je suppose, il y a tout ce qui peut être les accidents concomitants à l'anesthésie. On parle toujours de mortalité, mais il n'y a pas que ça comme risque d'anesthésie. Tout à fait, il y a la morbidité, il y a les inconvénients associés à l'anesthésie, comme les nausées, vomissements, ou bien également la gestion de la douleur post-opératoire. D'accord. Vous avez l'impression que vous faites le même boulot que vos confrères il y a 20 ans? Je pense qu'on ne fait pas le même métier exactement, puisque finalement, avec la modernité des techniques, des médicaments et la connaissance des patients, de leur comorbidité, on prend en charge peut-être de façon plus moderne les patients que nos confrères il y a 20 ans. Alors on a l'impression que dans la douleur, quand on fait l'émission sur la douleur, on en a fait une récemment, que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube, avec le professeur Alain Serré, on n'a pas l'impression qu'il y avait des nouveautés bouleversantes dans le traitement de la douleur. Mais chez vous, les anesthésistes, on a l'impression que là, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas d'ailleurs pour la douleur de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, on ne peut pas couper au fer de lance de votre spécialité qui est l'anesthésie générale. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands principes, Clément, de votre cocktail d'anesthésique? Je crois qu'il y a trois familles. Hein. Tout à fait. Donc classiquement, on décrit l'anesthésie comme ayant 3 composantes. Une composante hypnotique qui va permettre la perte de conscience et associer également une amnésie. Une composante analgésique qui va lui permettre de lutter contre la douleur. Et puis de manière optionnelle, une composante de relâchement musculaire qui vont être représentées par les curares. Et c'est la première partie qu'on oubliait de temps en temps. Autrefois, par exemple, chez les nourrissons, dont on disait bon, ils n'ont pas conscience de leur douleur. On leur faisait des cocktails moins puissants. Donc aujourd'hui, tout le monde bénéficie de cette triplette. Oui, et c'est pas l'hypnotique qu'on oubliait chez le nourrisson, peut-être le relais par les analgésiques, mais à l'heure actuelle, c'est un cocktail que tout le monde a, oui. Alors on dit qu'il y a des produits 1 million de fois plus puissants que la morphine chez les anesthésiques. C'est une légende ou c'est vrai? Oui, tout à fait, c'est vrai. Les antalgiques sont très puissants parce qu'il faut, en face, il y a un stimulus chirurgical qui est lui aussi assez incisif, assez puissant. Donc on utilise effectivement des médicaments qui sont puissants. Et là, la nouveauté qu'on a dans les dernières années, c'est d'avoir des médicaments qui ont une durée d'action courte, ce qui permet ensuite avoir des effets indésirables moins prolongés. Pourquoi ces médicaments, on ne les trouve pas dans le SAMU ou ils ne sont pas utilisés en médecine de ville ou d'urgence? Par leur dangerosité, évidemment, puisqu'en fait, c'est des médicaments qu'on va utiliser dans un contexte où les patients vont être scopés, qu'on va pouvoir surveiller leurs paramètres vitaux et surtout leur fréquence respiratoire et leur état neurologique, bien sûr.
Quel est le moment que vous craignez le plus dans l'anesthésie? C'est l'induction? Oui, c'est un peu comme les pilotes, c'est un petit peu la même gamme, c'est-à-dire que c'est un peu le décollage de la chirurgie, et c'est vrai que l'induction, avec tout ce que ça comprend, les problèmes potentiellement hémodynamiques, respiratoires qui vont être liés à l'intubation, et évidemment de savoir bien faire ce cocktail en fonction de l'âge et des comorbidités des malades, c'est la période la plus à risque. Alors je ne pensais pas que vous alliez reprendre cette image-là, parce que ça fait au moins 30 ans que je la prends. Je dis toujours, l'anesthésie est un vol transatlantique en toute sérénité. Vous parlez de l'induction du décollage, mais l'atterrissage est pas... Les pilotes le craignent, l'atterrissage, pas vous? Exactement. On a aussi les 2 phases de réveil, d'ailleurs, c'est les 2 phases qui se font toujours avec un anesthésiste dans la salle, pour l'induction et le réveil. Parce que pareil, il est également très important d'avoir tous les critères qui permettent l'extubation et la sortie du patient dans la salle de réveil. Je suppose que les doses sont calculées à l'avance, notamment après la consultation de pré-anesthésie. Il n'y a aucune part à l'improvisation dans votre métier aujourd'hui, Clément. Effectivement, les doses dépendent des caractéristiques du patient. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anesthésie, il y a une grande variabilité interindividuelle, ce qui fait que ça nécessite toujours d'ajuster au moment même où on effectue le geste les doses. Alors, on va parler de l'anesthésie loco-régionale, parce que tout le monde dit l'anesthésie générale, après tout, il n'y a pas trop de problème. Ça s'améliore, mais ce n'est pas là où est le débat. C'est le même principe, l'anesthésie loco-régionale, c'est encore ces trois produits-là? Alors, non, pas du tout. Il y a 2 types. Donc, quand on parle d'anesthésie loco-régionale, la périphérique, qui va donc endormir des membres, mais localisés, un bras, une jambe, un pied, et l'anesthésie loco-régionale centrale, qui est la péridurale qu'on connaît chez la femme enceinte, ou la rachianesthésie, qui permet donc d'endormir toute la partie basse du corps. Non, c'est des anesthésions locaux qu'on utilise, adaptés en fonction de si on fait central ou périphérique, et il n'y a pas ce cocktail-là, c'est un seul médicament. Donc, ces 2 types d'anesthésie posent pas plus de problèmes l'un que l'autre, la loco-régionale périphérique et ou est-ce qu'il y en a que vous n'aimez pas? Alors, après, ça va... on aime les 2. Parce que non, il n'y en a pas qui posent plus de problèmes que d'autres. Il faut dire que pour les pathologies cardiovasculaires, enfin la comorbidité cardiovasculaire d'une anesthésie, c'est vrai qu'il y a moins d'effets sur les patients à risque avec l'anesthésie loco-régionale que l'anesthésie générale. D'accord. Aujourd'hui, on fait donc des interventions lourdes de chirurgie abdominale sous anesthésie. Voilà, typiquement, oui, des chirurgies urologiques comme la chirurgie de la prostate, qui est quand même une intervention qui est lourde, qui peut se faire sous loco-régionale, exactement. Est-ce qu'il y a des parties du corps qu'on ne peut pas anesthésier en loco-régionale? Oui, il est à l'heure actuelle impossible de faire de la chirurgie pulmonaire, de la chirurgie cardiaque ou de la chirurgie neurologique. Alors, même si maintenant il se on n'a pas encore, on n'y arrive pas encore. L'anesthésiste, ça reste le seul décisionnaire du type d'anesthésie ou c'est le chirurgien? C'est qui le patron, là, c'est un moment pour la décision? Ça vous fait sourire, donc je suppose qu'il y a débat. Non, il n'y a pas de débat. Pourquoi ça vous fait sourire, alors? Ils aiment se renseigner sur l'anesthésie, ce qu'il va y avoir chez leurs patients. Mais... Parce que c'est naturel, c'est un travail qui se fait en collaboration. Mais vous êtes directive ou vous dites, voilà, ça va se passer comme ça ou pas? On décide comment ça se passe. Il y en a une qui est directive et vous êtes dans la négociation. Non, on explique au chirurgien ce que l'on va faire, on lui explique pourquoi on choisit cette technique. Ouais. Après, il nous fait confiance. Ouais. Et là, ça se passe à quel moment? Ça se passe quand on décide de faire l'intervention ou au moment d'arriver dans le bloc? Le type d'anesthésie. Disons qu'il y a 2 types, c'est-à-dire que dans la chirurgie programmée, les chirurgiens savent dès le début de la journée comment vont être endormis leurs patients, puisque finalement on les a vus en amont. Dans la chirurgie d'urgence, c'est quand les patients rentrent au bloc opératoire qu'on leur dit ce malade est sous anesthésie loco-régionale ou ce sera une anesthésie générale. Moi, j'allais dire que c'est la direction financière de l'hôpital qui décide du type d'anesthésie, mais on y viendra tout à l'heure. Alors, vous m'avez parlé de nouvelles techniques, vous m'avez surpris quand on a préparé cette émission, que vous appelez l'anesthésie éveillée. Ça consiste en quoi? Alors en fait, il s'est développé ces dernières années des chirurgies qu'on appelle la chirurgie éveillée sous sédation. Donc c'est typiquement des choses qui se font en neurochirurgie quand on a besoin que le patient du coup puisse répondre à des questions tout en se faisant opérer pour savoir les zones qui sont opérées. Donc ça, c'est un travail qui du coup doit être conjoint entre le chirurgien et l'anesthésiste puisqu'il y a des phases d'éveil et des phases où on rendort les patients en fonction des timings de la chirurgie. Et du coup, ça a développé des
d'utilisation de médicaments d'anesthésie de façon différente. Alors, vous m'avez parlé, moi, vous ne m'avez pas parlé de médicaments, vous m'avez parlé d'hypnose. Voilà, et on associe à ça, nous, on a des équipes pour ça, qui en fait rencontrent les patients avant pour pouvoir connaître un peu leur centre d'intérêt et associent de l'hypnose de parole pour pouvoir en fait occuper les patients et qui ne pensent pas à la douleur et à leur chirurgie tout en travaillant sur des sujets importants. C'est parce que la riboisière, c'est très tendance et mode qu'on fait de l'hypnose. Vous en faites aussi à Caen ? On fait également de la chirurgie éveillée à Caen. Après, on a des petites modalités qui peuvent dépendre des centres. Dans certains centres, on n'a même plus du tout recours à une phase de sédation en début de chirurgie. On va compléter avec de l'anesthésie locale. Donc ça, c'est pas une petite étude, c'est quelque chose que vous faites en pratique dans vos hôpitaux respectifs. Oui, et puis c'est un sujet qui est quand même... tendance si on veut, mais l'hypnose, c'est-à-dire que même dans l'hypnose de parole, c'est-à-dire que rien que détendre les patients qui rentrent au bloc opératoire, savoir tout de suite parler d'un sujet pour qu'ils ne pensent pas au fait qu'on va devoir les perfuser, les opérer, les endormir, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Alors je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que quand je vais dire que pour moi l'anesthésiste était celui qui au pied, près de la tête du chirurgien, lisait le journal et commentait les nouvelles pour le chirurgien parce que les interventions duraient 8 heures et que, ma foi, il était comme ça. Je demandais donc à Marine si c'était toujours le cas. Elle m'a dit non, moi j'ai plusieurs salles à surveiller donc je ne suis jamais tranquille. Donc tout le monde, en fin de compte, maintenant vous n'êtes plus dans une salle dédiée à une salle, vous faites plusieurs... Voilà, et puis le raccourcissement des types de chirurgie quand même, et puis on est sur plusieurs salles, et comme je disais, on a tendance à être là l'induction et au réveil, et dans les autres cas, de s'occuper évidemment de la suite du programme et des autres salles. Donc maintenant, l'anesthésiste n'est plus ce personnage qui était à côté. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs appelé cette émission « Anesthésie de l'autre côté du champ opératoire », parce que Damien Mouyel, que vous connaissez bien, disait qu'il avait fait l'expérience des deux côtés. Lui, il avait fait un stage internat du côté du chirurgien et après du côté de l'anesthésiste, et qu'en fin de compte, il s'était aperçu qu'il n'avait absolument pas la même vision des choses. Confirmé ? Oui, exactement. Bon. Allez, je sais que nos téléspectateurs attendent que l'on s'attarde sur la chirurgie ambulatoire, mais juste avant, je vous rappelle la question du jour à laquelle vous étiez invité à répondre. Quelle est la comorbidité la plus à risque de complications lors d'une anesthésie générale? Réponse 1, l'obésité. Réponse 2, l'âge avancé. Le traitement anticoagulant. Réponse 3. Et n'oubliez pas que, ma foi, on va attendre vos questions, donc continuez à les poser. La chirurgie ambulatoire. Alors là, on rentre à la fois dans le phénomène dont tout le monde parle. Est-ce que l'anesthésie est compatible avec la chirurgie ambulatoire ou l'anesthésie a dû s'adapter? Vous comprenez ma question? Est-ce que c'est vous à qui on a demandé de faire de l'anesthésie pour la chirurgie ambulatoire ou c'est la chirurgie ambulatoire qui vous l'a imposée? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire que... C'est lui qui est normand ou c'est vous? Non, mais c'est les deux. Il fallait aller dans une dynamique de la chirurgie ambulatoire et il s'avère qu'on a dû adapter nos techniques d'anesthésie pour que les patients puissent rentrer chez eux. Mais c'était pas naturel de passer du général à l'ambulatoire. Si, parce que ce qui veut... Vous aimez bien vos malades qui dorment, en fait. Non, mais disons que maintenant, on fait pas... Ce qui dit chirurgie ambulatoire dit pas petite chirurgie. Donc, en fait, ce qu'il a fallu s'adapter, c'est qu'il a fallu adapter des chirurgies quand même assez lourdes, qui donc sont quand même une épreuve physique pour les patients, mais donc s'améliorant et faire pareil avec l'anesthésie pour qu'ils soient bien pour rentrer chez eux. Soyez sincères, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être tranquille, faire votre truc sans que le malade soit réveillé, ou d'avoir en permanence... moi, bon, alors après, c'est complètement personnel, mais moi, j'adore que le patient soit réveillé, en fait. Parce que vous adorez bavarder. Oui, c'est ça. C'est quoi les taux ambulatoires anesthésie générale en 2017? Eh bien, en France, on est à des taux qui sont autour entre 40 et 50% de taux de prise en charge en ambulatoire. Oui. On a encore une marge de progression. Vous n'êtes pas brillant par rapport... On a des pays qui sont devant nous, comme les États-Unis. Moi, je vous l'ai donné, 80% aux États-Unis, dont 50% dans l'équivalent dans le CHU. On en est très loin. La Fédération d'hospitalisation privée prévoit 66% en 2020. Alors, je vais vous poser la question, est-ce réaliste? Mais quand on voit comment ça se passe aux États-Unis, on suppose que 66%, c'est réaliste, non? Ou là, ça vous paraît difficile? Disons que ça va être un objectif en soi. Après, je pense qu'il y a deux secteurs, évidemment, le privé et le public, qui ne sont pas du tout à fait les mêmes chirurgies non plus, mais il va falloir y tendre. Qu'est-ce qui empêche de rejoindre ces taux? Après, je pense que c'est le vieillissement de la population, leur comorbidité. Non, ça, là, vous me donnez des raisons de passer à l'ambulatoire. Qu'est-ce qui freine pour passer plus à l'ambulatoire? De votre côté, rien? De notre côté, pas grand-chose. On essaie d'y tendre de plus en plus.
et de réhabiliter précocement. Clément ? L'avantage également, il y avait peut-être certaines appréhensions, des idées reçues, peut-être même effectivement du côté des soignants, mais l'avantage c'est qu'on a eu des recommandations qui ont été publiées par nos sociétés savantes et qui finalement, dans ces recommandations, on voit que finalement il y a très peu de patients à exclure du cadre de l'ambulatoire. Alors évidemment, comme toujours dans les études, on oublie toujours le patient, hein, c'est quand même pour lui qu'on fait les actes. Est-ce que les résultats sont meilleurs aux États-Unis, le résultat global hein, sur les patients, ou moins bon qu'en France ? Sur les résultats de la chirurgie, hein, je ne parle pas des résultats de l'anesthésie. Hein. Est-ce qu'on a des différences d'efficacité, de suite opératoire, ou alors vous n'avez peut-être pas, ces études n'ont pas été faites? Non, mais je pense que je vois pas comment la qualité de la chirurgie peut avoir un lien avec l'ambulatoire. Je pense juste que c'est une histoire de... C'est une question que je vous pose, savoir que... Bien sûr, non, mais je pense que la chirurgie est aussi le chirurgien, lui, s'en fout. Que soit en ambulatoire. Pas il s'en fout, mais je veux dire, je pense que vraiment, elle est aussi bien faite qu'il soit en ambulatoire ou pas. Après... évidemment, quand on voit certains malades que vous renvoyez dans les beaux quartiers de Paris, c'est pas de problème. Mais la France, c'est pas uniquement des immeubles avec des gardiens, avec des gens qui sont prêts. Est-ce que c'est pas ça un peu le frein de l'ambulatoire, c'est que vous renvoyez les gens chez eux quand même? Je pense qu'il y a ça, il y a le frein de les renvoyer chez eux, le fait qu'il y ait quand même pas mal de personnes isolées, et ça va dépendre énormément en effet des régions où on travaille et de son hôpital. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre métier avec l'ambulatoire? C'est plus risqué pour vous? Ça vous a changé quoi dans votre vie de faire de l'ambulatoire? Vous allez me dire rien du tout? Si, on a appris évidemment à manier beaucoup plus les médicaments d'anesthésie qui sont assez rapidement réversibles, à mieux contrôler la douleur, à mieux contrôler les nausées, vomissements post-opératoires, et en fait surtout à faire de l'éducation des patients, parce qu'en fait finalement dès la consultation d'anesthésie, c'est quelque chose qui se prépare avec les malades. Cette consultation, elle est équivalente à celle pour l'ambulatoire ou pour l'anesthésie générale? Oui, on sait juste quand les patients arrivent pour nous voir s'ils vont être en ambulatoire ou en hospitalisation, et ça change le discours qu'on doit avoir pour les gens. Tous les anesthésistes sont bien évidemment capables de faire de l'ambulatoire maintenant? Oh bah oui. Non, mais enfin, il y a peut-être encore des vieux anesthésistes qui ne sont pas formés. Y a-t-il un suivi moins important du patient puisqu'il sort de l'institution hospitalière plus tôt? Non. Il y a, en fait, à l'heure actuelle, quand on développe des programmes et des protocoles de réhabilitation précoce ou d'ambulatoire, il faut savoir qu'en fait, entre les SMS qui sont envoyés pour avoir des nouvelles, les fiches, les livrets patients où ils ont des numéros pour nous joindre 24h/24, je pense que le suivi est bien fait et puis il faut qu'il se fasse avec la médecine de ville, bien sûr. Alors, votre fédération rappelle qu'il est important de s'appuyer sur une masse critique d'activité et que ça ne doit pas être le palliatif d'une activité de chirurgie défaillante. C'est important, cette nuance-là. Hein. C'est-à-dire que plus on fait d'anesthésie ambulatoire, meilleur on est, comme dans tous les métiers. Il n'y a pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle. D'accord. Alors, est-ce que c'est une réelle économie? Parce que, en fin de compte, les directeurs d'hôpitaux poussent pour que les chambres soient plus rentables, les services, au fond, est-ce que c'est pas, vous n'êtes pas les victimes d'une mesure économique qu'on vous a présentée dans un beau paquet cadeau, disant c'est mieux de faire de l'ambulatoire? Alors après, ça nous a jamais amené ça comme ça. Je pense quand même... Non, mais bien sûr, mais après, je pense quand même que pour les patients et pour les revoir, parce que en fonction des domaines où on travaille, mais pour faire souvent de la chirurgie orthopédique, les patients en sont demandeurs en fait de rentrer chez eux et finalement se rééduquent mieux en faisant leurs activités que d'être dans un lit. Vous auriez pu me répondre que les études montrent que les patients préfèrent. Ce qui est quand même la satisfaction la plus importante pour nous. Oui. Mais est-ce que c'est une réelle économie? C'est peut-être pas votre boulot de le calculer, mais moi je n'ai pas intéressé à tout, Clément. Donc, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais l'aspect économique, ça, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je rejoins tout à fait Marine sur le fait que le retour des patients est positif et que globalement les patients apprécient dormir chez eux la veille de l'intervention et de pouvoir rentrer chez eux. Bon, je vais vous poser une question, vous n'allez pas l'aimer, donc peut-être pas y répondre. Est-ce que c'est pas plutôt un dommage collatéral de la tarification à l'acte? Je ne saurais pas répondre à cette question, voilà, c'est pas mon... Vous non plus Non plus. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'ont répondu nos téléspectateurs, hein, les résultats de la question posée. Je vous rappelle, quelle est la comorbidité la plus à risque de complications lors d'une anesthésie générale? Les résultats viennent d'arriver. L'obésité, 69%, l'âge avancé, 12%, traitement anticoagulant, 19%. Moi, je n'aurais pas du tout répondu ça. C'est vrai.
Vous auriez répondu quoi, vous? Alors, moi, déjà, j'aurais répondu les 3. Après, oui. voilà, après ça, alors, il faut savoir que l'effet que l'anesthésie s'améliore, l'âge avancé n'est pas forcément le plus à risque dans ces 3-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut adapter les techniques d'anesthésie avec l'âge. Ah, moi, j'aurais répondu l'âge avancé. Je me doute, c'est pour ça que je commençais par celui-là. Ouais. Et donc, du coup, l'obésité est un vrai facteur, puisqu'en fait, en termes de ventilation, de pose des perfusions et d'intubation, c'est une pathologie qui pose vraiment plus de soucis à l'anesthésiste. Et les traitements anticoagulants, disons qu'en fait, c'est pas avec l'anesthésie générale que ça pose un problème, mais ça va être avec la chirurgie et le risque d'hémorragie, évidemment, périopératoire. Donc, j'aurais Donc, là. vous auriez répondu quoi, vous, dans l'ordre? Effectivement, alors après, effectivement, tout dépend du terrain et de la chirurgie. Lancez-vous un peu, c'est pas un concours d'internat. Hein. De l'obésité, de l'anticoagulation et l'âge. Ouais. Alors, attendez, vous répétez? Obésité, anticoagulation et pour terminer l'âge. Eh ben, c'est exactement ce qu'ils ont répondu. Hein. Et ben voilà, on se rejoint. Voilà. Vous êtes très bon. Il fallait que j'insiste. Hein. Alors, justement, les comorbidités que vous craignez le plus, c'est lesquelles? En dehors de ces 3-là. Hein. Alors, est-ce qu'on aurait dû alors, je vais être plus vicieux vis-à-vis de moi. Est-ce qu'on aurait dû rajouter autre chose dans cette liste? oui, je pense que... J'étais sûr qu'elle allait... Oui, je pense qu'en fait, une des pathologies d'une comorbidité, disons, c'est tout ce qui est le cardiopathe, c'est-à-dire le patient cardiaque non stable. Ouais. Que ce soit dans l'hypertension non stable, la coronaropathie non stable, la fonction ventriculaire gauche instable, enfin voilà. Donc chez vous à la Lavoisière, le cardiologue est l'élément principal de la consultation. Disons qu'il fait partie des discussions, mais en fait on fait surtout le fait que nous on se forme aussi à l'échographie cardiaque et qu'on en a vraiment besoin dans les chirurgies d'urgence maintenant. Ah oui. Et vous auriez répondu la même chose, je suppose. La même chose, je vois les mêmes patients que Marine. Ouais. Effectivement, du fait de l'évolution démographique des patients qu'on a amenés à rencontrer, les pathologies cardiaques sont fréquentes. Oui. Vous faites comment pour y remédier? De temps en temps, vous dites on va déjà commencer un traitement pour les pathologies cardiovasculaires plutôt que de faire l'acte maintenant, ou vous avez des bottes secrètes? Alors là, il y a pour le coup beaucoup d'études qui montrent qu'introduire juste avant une anesthésie générale des médicaments pour le cœur n'est pas forcément une bonne idée. Par contre, si on est dans un contexte de programmé, c'est au moment de la consultation d'anesthésie, quand on examine les patients, qu'on va se dire « Ah, là, il va falloir faire des explorations complémentaires, parce que si ce n'est pas une chirurgie d'urgence, on peut peut-être la décaler dans le temps pour mieux prendre la cardiopathie en charge. » Alors, vous êtes comparé tout à l'heure à des pilotes de ligne, sans en avoir le traitement, hélas pour vous. Les pilotes de ligne ont des checklists et des guidelines très importantes. Vous avez des recommandations officielles importantes aussi, vous, par exemple pour les comorbidités, ou c'est quand même, ça reste un peu à la... Ah non, on a des recommandations très claires, on a des sociétés qui réfléchissent à l'arrêt des anticoagulants, des antiagrégants, des scores qui calculent le risque de morbidité des pathologies cardiaques pour les prendre en charge. Pareil sur les états respiratoires, on doit avoir des données d'EFR, de choses comme ça, pour adapter évidemment l'anesthésie. Alors justement, vous parliez des médicaments, on va y venir, qui vous posent le plus de problèmes, les anticoagulants, je suppose, les nouveaux anticoagulants en particulier. C'est un petit peu comme ce qu'on avait auparavant avec les antivitamines K. On a des protocoles et ensuite on les suit. Ça, c'est protocolé en fait. Le médecin de famille qui nous écoute doit anticiper quand il y a de la chirurgie qui est prévue, ou c'est vous qui faites ça dans la consultation pré-anesthésique? Oui, c'est nous qui, du coup, gérons ça, puisqu'on sait, en fait, selon des scores, de savoir si on peut les arrêter 48 heures sans faire de relais ou s'il y a besoin de faire des relais des anticoagulants. Après, on le prescrit au patient. Vous arrêtez tel jour et on explique comment ce sera fait en post-opératoire pour la reprise. Et après, c'est vrai qu'on leur fait confiance. Ah oui, vous ne prévenez pas le médecin généraliste de ce que vous avez arrêté, mais par contre, vous renvoyez le malade sans... Oui. Ça j'avoue que vous allez y avoir droit dans les questions. Les antiagrégants, même problème. Oui. Hein. Quel autre médicament vous pose des problèmes? D'autres traitements? Il y a les antihypertenseurs, certains antihypertenseurs auxquels on doit faire attention, certains qu'on doit suspendre et d'autres. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui ne font pas bon ménage avec l'anesthésie générale, par exemple. Bon, donc, protocole de ma question, c'est-à-dire protocole d'arrêt, on a compris. Comment on les reprend en retour? Si vous voulez conseiller les médecins qui nous écoutent, il y a un protocole de reprise des anticoagulants? Alors, oui, mais qui va dépendre de la chirurgie et du risque hémorragique. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va être repris quand la chirurgie est non à risque hémorragique le plus rapidement possible. Sinon, on passera par une phase d'héparine, de bas-poids moléculaire ou d'HNF pour faire le relais en attendant de les reprendre en pair-os.
On n'a pas parlé du temps idéal, du délai idéal pour arrêter les traitements, puisque vous voyez que généralement la consultation préopératoire, elle est faite quand ? Normalement, elle est faite à peu près un mois avant, quand je parle toujours de la chirurgie programmée, sachant que les arrêts des traitements, le plus tôt, enfin le maximum, c'est 5 jours avant, et en général, c'est 1 ou 2 jours avant. Donc on est largement dans les temps pour pouvoir les arrêter. Vous n'avez pas besoin de 5 jours, de plus de 5 jours, c'est ça? Non, effectivement, maintenant, l'avantage, c'est que... Donc, dites-moi, parce que les relations avec les médecins de ville sur la chirurgie ambulatoire, vous vous doutez bien que toutes les questions qui nous sont arrivées avant l'émission, c'était de dire, bon, ils sont gentils, les anesthésistes, c'est des cow-boys, ils sont très bons, mais ils nous laissent, ils nous informent pas, c'est clair. On peut quand même être surpris à l'époque des SMS, des mails, et ça. Il paraît que vous n'avez même pas de téléphone. L'hôpital ne vous donne pas de téléphone, par exemple. Bon, moi, je ne peux pas dire ça, j'ai un téléphone. Non, mais en règle générale... En règle générale, c'est très compliqué. C'est compliqué d'avoir un téléphone. Mais de toute façon, même si vous avez un téléphone, vous ne penseriez peut-être pas envoyer un SMS. Mais, donc, en fin de compte, vous dites, voyez la personne un mois avant. D'accord? Je comprends. Vous lui dites, cher monsieur, il faudra arrêter 5 jours avant de venir nous voir. Qu'est-ce qui vous dit que le malade va le faire? Le médecin de famille, il est là aussi, un mot médecin de famille pourrait peut-être arranger tout ça, non? Tout à fait. Mais alors, en fonction des patients et de leur compréhension à ça, on le prescrit et on n'hésite pas, quand il y a des examens complémentaires à faire d'ici là, à les envoyer avec tous ces documents qu'on leur donne, voir leur médecin généraliste. Mais on ne communique pas directement, ce qui est bien donné. Vous n'avez aucune, à part l'honnêteté du patient, aucune façon de vérifier qu'il a bien arrêté ses anticoagulants entre 5 et 3 jours avant? Ce qui se passe, c'est que les médecins de ville ont de plus en plus des adresses mail cryptées. Dans certains centres, en fait, la consultation d'anesthésie leur est relayée et ils peuvent également s'assurer... Ah, vous dites que ça y est, vous faites bien le boulot? Pas tous, pas tous, voilà, pas encore. C'est encore allez voir, il va y avoir droit, il n'y a pas de problème. On vérifie quand même la veille qu'ils ont arrêté. On passe les voir toujours la veille. Il y a une visite pré-anesthésique qui est nécessaire. Et imaginons que s'ils n'ont pas arrêté, vous repoussez l'intervention ou pas? Oui, en fonction de la chirurgie. Donc vous avez vraiment besoin de leur faire confiance. On a besoin de leur faire confiance. C'est une information qu'il faut dire. Bon, alors je voulais vous demander si les relations avec le médecin de ville s'améliorent. J'ai bien compris qu'il y avait les mails cryptés à Caen, donc c'était une grande nouveauté. Est-ce que la chirurgie ambulatoire, justement, demande une relation encore bien plus importante avec le médecin généraliste que dans la chirurgie traditionnelle? Elle va beaucoup plus le demander parce que finalement, comme on disait que les comorbidités augmentent et la population est vieillissante, il y a de plus en plus de traitements. Donc du coup, il va falloir mieux les manager et les gens arrivent de chez eux le matin et repartent le soir. Donc il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire avec le stress qu'ils ont vécu une chirurgie. Donc ils ne retiennent pas forcément toutes les informations. Donc oui, il va falloir ce lien avec la médecine de ville. Qu'est-ce qui fait que vous allez retenir un malade et pas l'envoyer chez lui le soir? Les complications chirurgicales, des potentielles complications anesthésiques ou alors l'incompréhension de la suite de ce qui doit suivre en post-opératoire. Comment, comme vous n'avez aucune notion de ce que le médecin de famille pourrait vous dire, vous savez où habitent les gens, comment ils sont enfin, c'est ça qui me surprend. Vous renvoyez des gens sans savoir exactement dans quelles conditions ils travaillent. Enfin, dans quelles conditions ils vivent. Alors non, ils sont obligés d'être... Déjà, on pose toujours la question de savoir comment ils vont... Pour valider l'ambulatoire, il faut déjà être sûr qu'ils soient accompagnés et qu'ils auront quelqu'un avec eux toute la nuit. On ne pourrait pas imaginer une visite du domicile avant de la chirurgie. Surtout quand vous parlez de chirurgie abdominale avec des interventions lourdes, on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait, dans un pays où on cherche de l'emploi, on peut en créer en disant d'aller vérifier ça, d'aider les gens. Parce que la chirurgie ambulatoire, si c'est pour faire des économies au détriment du patient, ça va mal se passer. Donc, il y a des gens qui travaillent pour ça, ou vous dites, bah non, je suis désolé, nous, c'est pas notre boulot? Non, c'est sûr, ça devrait être des initiatives pour tisser renforcer le lien entre l'hôpital et la ville, ouais, tout à fait. Après, juste, il y a quand même maintenant des organismes qui se développent. Alors après, moi, c'est dans un domaine très spécialisé, mais c'est vrai que, par exemple, quand ils vont partir avec des cathéters d'analgésie pour ne pas avoir de douleur pendant 3 à 5 jours chez eux, donc il y a des pompes, tout ça, ils ont des organismes qui passent 2 fois par jour, du coup, les voir et les aiguilles sur leur traitement, les anticoagulants. Donc finalement, ils se développent quand même des réseaux de ville, mais c'est très précis. Et les réseaux d'infirmières, ça serait peut-être aussi une solution. On parle toujours du médecin de ville, mais les infirmières, les aides-soignantes. Et il y a une communication entre les infirmières de vos blocs et les infirmières de ville ou pas? Vous n'avez pas notion de ça? Je n'ai pas de notion de ça. Eh bien, on va passer tout de suite à vos questions. Alors,
La première question, à qui revient la responsabilité de l'après-intervention en ambulatoire? J'ai bien la responsabilité. Au médecin généraliste ou à l'équipe qui a fait la chirurgie ambulatoire? Ah, là, il y a un blanc, là. La question est la responsabilité. S'il y a un problème, qui est responsable? Ça vous arrive jamais, je suppose? Alors, pour ça que vous savez si, puisqu'en fait, du coup, nous, ce qu'on a quand les patients sortent d'ambulatoire, comme ils partent, comme je disais tout à l'heure, avec leur livret et le numéro où ils peuvent nous joindre tout le temps, il s'avère qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose dans les 48 heures post-opératoires, enfin, qui suivent, ils peuvent nous joindre et en fonction de la question qu'ils ont, c'est vrai qu'on leur dit le médecin généraliste ou de revenir à l'hôpital. Ouais. La responsabilité. Vous répondez la même chose? Mais tout à fait, la première personne qu'ils vont contacter, c'est l'équipe médico-chirurgicale qui les a pris en charge à l'hôpital. Ouais. Vous êtes toujours d'accord tous les deux, hein, c'est bien. Justement, vous avez les gens qui disent qu'on prévu que vous allez répondre ça. Si l'ambulatoire se développe au point de devenir majoritaire, ce qui est quand même ce que vous espérez tous, quelle soit la garantie que vous serez disponible en cas de problème autour du patient? On manque déjà de personnel, donc on vous rajoute du boulot. Alors oui, d'accord, mais il faut quand même savoir que dans une structure hospitalière, on est là 24 heures sur 24 avec des gardes et donc on est disponible. Et quand c'est une urgence, c'est quelque chose qui va doubler les prises en charge. Là, c'est pas pour parler de responsabilité, mais c'est pour parler de s'occuper du patient en post-opératoire. Est-ce que vous êtes en surcharge de boulot, vous les anesthésistes? Alors vous animez un syndicat de jeunes anesthésistes. Il y a un moment, il faut peut-être que, Clément, vous ayez un discours syndical. Tout va bien dans le monde des anesthésistes, vous manquez pas de personnel, vous êtes considérés, vous êtes bien payés, c'est quoi votre revendication? Effectivement, on a différents défis auxquels on doit faire face, avec des nombre d'actes qui augmentent, et puis effectivement, on est une profession qui a connu un petit creux démographique. Ouais. On manque d'anesthésistes en France? Oui. Ouais, on manque un peu de tout, remarquez, vous me direz. Oui, mais là où ça a beaucoup joué, et ce qui est un des parties de l'anesthésie qui est hyper intéressant, c'est quand même toute la médecine périopératoire qui est autour, c'est-à-dire voir le patient de la veille et le suivre pendant ces jours post-opératoires pour ceux qui restent hospitalisés. Et c'est vrai que le déficit d'anesthésistes fait que les anesthésistes sont beaucoup en salle d'urgence et ont du mal à pouvoir être assez pour faire bien ce périopératoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui nous regardent. Essayez de leur expliquer, donnez-leur envie d'être anesthésiste, parce que ce que j'entends, c'est que c'est un boulot tellement chronophage, difficile, que c'est plus sympa d'être dermatologue. Oui, mais là, je ne suis pas d'accord. Mais bon, après, quand on aime son métier, oui, on ne compte pas. Mais non, parce que quelque part, il y a une prise en charge de toutes les disciplines de médecine avec l'anesthésie. Donc, en fait, c'est un métier absolument passionnant et on est obligé de se tenir au courant de tout et de toutes les... Ça, je peux bien le comprendre. Mais est-ce que vous êtes parfois plus épuisé que certaines autres spécialités? Je pense que vous faites de la réanimation, oui. Vous faites des gardes. Oui, des chocages et la réanimation, bien sûr, mais... Après, c'est un métier qu'on connaît, être à garde et à week-end. Donc, Bon, même enthousiasme de votre côté? Même enthousiasme, avec la particularité de pouvoir s'intéresser, se passionner à plein d'aspects de la médecine et faire son choix là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont mis la tête du syndicat, c'est que vous êtes passionné. Ouais. Qui choisit de faire de la chirurgie ambulatoire? Alors, on revient encore du choix, le chirurgien ou l'anesthésiste? Alors, c'est le chirurgien qui voit de toute façon toujours les malades en premier. Donc, c'est lui qui va dire « moi, j'aimerais faire ce malade en ambulatoire ». Et après, ça doit être validé par l'anesthésiste. Parce que, pour le coup, le côté à domicile, comment il va devoir rentrer et ses comorbidités, c'est l'anesthésiste qui valide l'ambulatoire après, dans un second temps. Oui, c'est-à-dire vous pouvez dire à un moment non. Non, gentil, bien sûr, voilà. c'est comme ça. Ça vous arrive? Oui. Oui, assez souvent. Et là, le chirurgien accepte en disant « ah oui, il n'y a pas de problème ». Alors, oui, tout à l'heure, vous avez dit, oui, bon, on est dans le meilleur des mondes, un mois avant, tout ça arrive, on a eu le temps de préparer le coup, mais l'urgence, ça fonctionne pas, voilà, alors moi, la médecine, l'anesthésie ambulatoire en cas d'urgence? Tout à fait. Alors, c'est pas vrai. Moi, je suis dans un hôpital où, pour le coup, on fait beaucoup d'urgence. En termes d'actes, on est quand même dans une grande proportion d'urgence. Donc, vous moquez des anticoagulants, vous moquez... Pas du tout, mais on peut les doser. Ouais. Il s'avère que quand les patients arrivent en urgence, des fois, ils ne sont pas pris leur traitement pendant 48 heures. Et quand la chirurgie est urgente, on le fait quand même avec les anticoagulants. Par contre, quand il n'y a pas de complications ou de comorbidité qui empêchent l'ambulatoire, ça n'empêche pas en urgence de faire une appendicite en ambulatoire, un poignet en ambulatoire, un pied en ambulatoire. Vous pouvez faire ça que chez des gens conscients. Oui, mais ils se réveillent après. Non, mais des gens qui arrivent conscients. Ah, bah oui, bien sûr, mais c'est pas du tout... C'est une question que je vous avais pas posée tout à l'heure, mais la médecine ambulatoire ne se conçoit que chez des gens conscients, puisque vous devez au moins savoir s'ils sont seuls, s'ils vivent... Parce qu'en urgence, vous avez le temps de faire tout ça, tout ce boulot d'enquête qui consiste à dire... Parce qu'opérer en urgence, on peut concevoir, vous avez un acte, mais
je reviens toujours au problème de cet acte ambulatoire. Vous renvoyez le patient tout de suite chez lui. Qu'est-ce qui vous fait là, puisque vous le découvrez l'enquête, elle est faite par qui, là? En fin d'interrogatoire, le patient peut répondre à nos questions, donc c'est comme dans n'importe quel cadre. Oui. Donc vous serez sûr que vous allez le renvoyer dans de bonnes conditions. Non, mais bon, si le patient a le niveau de compréhension qui est satisfait, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas parlé des femmes enceintes, puisque c'est le principe de la péridurale, donc c'était déjà une anesthésie ambulatoire, enfin pas ambulatoire, mais une anesthésie loco-régionale. Vous n'en avez pas parlé parce que ça pose pour la femme enceinte, pour être simple, alors déjà, les péridurales se sont un peu développées pour tout ce qui est la douleur aussi dans la chirurgie digestive, hein, donc on ne le fait pas que maintenant chez les femmes enceintes, mais quand on parle de la femme enceinte, disons que on a des médicaments maintenant qui s'adaptent au fait qu'on soit enceinte et qu'on peut faire de l'anesthésie. Et évidemment, tout le péripartum est de mieux en mieux pris en charge également à notre époque. Oui, on pourrait imaginer un accouchement en ambulatoire, c'est renvoyer la femme le soir chez elle ou pas? Non? Je vous pose la question, c'est une question que je vous pose moi, elle ne vient pas de... il n'y a pas que l'anesthésie de la femme qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Quelle est votre position sur la séparation des spécialités réanimation et anesthésie et quelles conséquences cela peut avoir sur votre profession? Ça, c'est vos clients, ça. Hein, vous savez qu'il y a beaucoup d'anesthésistes qui nous regardent, vous avez fait passer le message. Effectivement, c'est une question qui est en pleine actualité et justement, un message qu'on essaye de faire passer, c'est que les deux sont vraiment indissociables. Pour plein de raisons, parce que l'anesthésie, finalement, c'est une sorte de réanimation que l'on gère sur une période courte au bloc opératoire. Donc c'est le même outil, même technique, même manière de réfléchir. Ok, les enfants sont-ils pris en charge de la même façon, mais avec des doses adaptées à leur poids? Oui, tout à fait. En fait, il faut juste savoir qu'en fait, quand les enfants sont encore trop petits, quand on va devoir les endormir, on va commencer par le gaz, parce qu'on ne va pas commencer par poser la perfusion pour pousser les médicaments. Mais dans l'idée, c'est pareil, un hypnotique, un morphinique. Donc il y a le même projet d'avoir autant de chirurgie ambulatoire chez l'enfant que chez l'adulte? Oui, tout à fait. Ce n'est pas une contre-indication à l'ambulatoire. Et on peut penser qu'effectivement, le post-opératoire sera mieux soigné, puisque surtout pour l'angoisse des parents. Comment vous gérez les interventions qui se passent mal? Pas à cause de l'anesthésie, mais parce que l'acte impose une discussion anxiogène entre le chirurgien et ses assistants. À ça, cette question, elle m'intéresse. Parce qu'effectivement, quand vous avez le malade qui dort, pas de problème. Vous pouvez dire, oh là là, il va pas bien, ça. Quand vous avez un malade réveillé, comment vous gérez l'intervention qui se passe mal? Vous mettez un petit coup d'anesthésie générale à ce moment-là? Alors, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais bon. Si, bien sûr. Bon, non, mais bien sûr, ça n'empêche pas. Ça a fait toute une histoire, bien sûr, il n'y a pas longtemps. Faut savoir que du coup, on peut aussi communiquer avec le patient, en lui voyant déjà s'il est très anxieux, en fonction de ce qu'il va se dire ou si ça va s'agiter. C'est vrai qu'on peut être amené à transformer la loco-régionale en anesthésie générale pour le confort du patient. C'est juste une injection, en fait. Non, il faut les conditions pour être bien installées. Ouais. On ne lance pas une anesthésie générale comme ça quand on n'est pas dans des bonnes conditions non plus. Et il y a des situations d'urgence qui nous permettent plus de faire l'anesthésie générale. Donc après, c'est à jauger et à faire et à expliquer aux malades. Dernière question pour vous, quelles sont les structures qui peuvent pratiquer l'ambulatoire? Tout le monde, ou il faut avoir un certificat et que le centre soit agréé? Il n'y a pas de... Enfin, l'ensemble des centres peut pratiquer. Il faut que les médecins et les chirurgiens soient formés à cette pratique. Bon, je vais poser une dernière question, mais je connais déjà la réponse, du moins en ce qui vous concerne. C'est pas facile, l'anesthésiste réanimateur, vous ne regrettez pas votre choix? Très court, vous deux, oui ou non? C'est pas facile, mais c'est génial. Bon, génial. Et vous? Je regrette absolument pas mon choix. Eh ben, on n'est pas bien dans le monde parfait des anesthésistes. Bon, c'était pas trop dur? Non. De faire une émission? Voilà, parce qu'elle était très anxieuse. Hein. Marine, elle disait, ah là là, c'est ma première émission. Vous reviendrez donc? Oui, je reviendrai. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour poursuivre la discussion, jdflemoine@gmail.com. Pour voir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Et depuis la semaine dernière, notre chaîne YouTube Fréquence Médicale, la chaîne santé, qui là est en clair. Tout le monde peut voir les programmes. La semaine prochaine, nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur la chirurgie esthétique. Un sujet que vous nous avez demandé et que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Vous verrez, je pense que c'est une émission qui va beaucoup vous aider pour répondre à la demande de vos patientes et de vos patients. Bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien.